Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Veil, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital Beaujon à la PHP. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette session ou ce débat pour ou contre l'isolement d'un patient colonisé à BLSE en soins critiques. Les deux orateurs, tout d'abord le docteur Jérôme Maury, qui est hygiéniste à Nîmes, qui défendra le pour, et le professeur Jean-Ralph Zahar, qui est lui aussi hygiéniste à l'hôpital de Bobigny, pour défendre le contre. Je vous laisse la parole, messieurs. Euh, c'est à vous. Donc on a commencé par cette diapositive qui permet de contextualiser qu'est-ce que la BLSE, donc BLSE, bêta-lactamase à spectre étendu. La BLSE, elle est principalement présente donc, chez les entérobactéries, et notamment donc, le principal réservoir identifié dans la littérature, on met sur le tube digestif, où là où on va identifier le risque infectieux. Les mécanismes de transmission des BLSE sont principalement par contact direct ou par contact indirect. Dans la littérature, quelle est la prévalence des patients colonisés à BLSE? En Europe, on est autour de 10-15% des patients porteurs BLSE et en France, entre 9 et 13% selon les dernières publications françaises. Maintenant, on se pose la question, c'est quel est le taux d'acquisition de BLSE d'un patient hospitalisé en réanimation? Il y a une dernière publication parue en 2020 et elle a identifié que environ 2,80% des patients pouvaient acquérir cette BLSE. Les facteurs de risque identifiés dans cette publication, notamment donc l'âge, le score d'IGS-2, la durée de séjour, le type de micro-organisme présent dans l'écologie microbienne de la réanimation, et ensuite aussi qu'il y a un bon usage ou pas des antibiotiques. Donc la suite de ce topo, on va donc discuter donc avec Jean Zahar sur la prévention, quels sont les moyens de prévention de la transmission des BLSE. Donc une première partie, on sera sur la surveillance, suivie des précautions complémentaires contact. La surveillance est un des piliers de notre métier d'hygiéniste, donc dans la prévention du risque infectieux. Elle va pouvoir d'identifier le risque infectieux. Donc d'une part par les prélèvements cliniques qui ont identifié donc l'infection ou la colonisation, mais aussi par les moyens de dépistage, les dépistages rectal à la recherche de la BLSE. Et ensuite, quand on va identifier ce risque infectieux, il a été décrit dans de multiples publications que j'ai mis, mais il y en a bien d'autres. Quand on identifie le risque infectieux, l'objectif, ça va être de maîtriser cette diffusion. La maîtrise de cette diffusion, elle va être mise en place d'une part par les précautions standards, mesures universelles, mais aussi par la mise en place de précautions complémentaires, contact, que l'on expliquera par la suite. Et aussi, le second objectif, ça va être bien sûr d'adapter l'antibiothérapie selon l'identification de la BLSE. Merci beaucoup Jérôme. Donc effectivement, comme Jérôme l'a dit, de nombreuses publications suggèrent que la mise en place d'une surveillance qui permet de détecter le réservoir permettrait peut-être d'améliorer la prévention du risque infectieux et d'éviter un certain nombre de transmissions. Effectivement, cela a été démontré pour le MRSA, donc le staphylocoque résistant à la méticilline, dans quelques publications pour l'entérocoque résistant à la vanco. Mais et Jérôme, tu le sais, nous avons des publications qui suggèrent qu'en réanimation, finalement, la mise en place d'un isolement n'apporte pas plus dans la maîtrise du risque. Ici, un travail qui a été publié il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années, dans 13 services européens, dans lequel on se posait la question quelles étaient les mesures les plus efficaces pour maîtriser le risque de diffusion de BMR en réanimation, avec 3 périodes. Une première période sur 6 mois observationnelle, une seconde période dans laquelle on améliore l'observance de l'hygiène des mains et on introduit la toilette à la chlorhexidine, et une troisième période dans laquelle on va introduire 2 méthodes différentes de screening. La première, le screening avec un dépistage moléculaire, donc un isolement quasiment immédiat une fois qu'on a la réponse, et un deuxième plus classique avec parfois des délais d'isolement. Je vous rappelle que dans ce travail, l'observance de l'hygiène des mains était de 69%. Et tu le sais bien, Jérôme, quand on regarde les résultats de ce travail, dans la prochaine diapositive, on voit bien que la seule période qui permet de réduire le risque de transmission est la période 2. Et les périodes 3 n'apportent pas plus. Donc le dépistage et la surveillance ne sembleraient pas améliorer les choses. Et ce qui diminue dans cette publication, c'est essentiellement le staphylocoque doré et non pas les bacilles à gram négatifs ou l'entérocoque résistant à la vanco. Donc on peut se poser la question sur l'intérêt de la surveillance, d'autant plus que, et là je vous montre
un travail qui a été fait autour des entérobactériales productrices de carbapénémase, mais c'est vrai aussi pour les BLSE. Un travail qui suggère, donc un travail issu de notre équipe, dans lequel on a regardé 266 patients à risque de portage et pour lesquels on a essayé de tester les différentes techniques qui nous permettent au laboratoire d'identifier les porteurs. Vous avez sur la colonne de la technique A la routine qui permet au total de diagnostiquer 55% des patients comme porteurs de PC et vous avez les différentes autres techniques, la technique C et D étant des techniques d'enrichissement et ou d'utilisation d'antibiotiques dans les cultures. Et quand vous voyez au total le nombre de patients identifiés comme porteurs de PC, on est à 8,6%, ce qui est à peu près 2 fois le diagnostic en routine. Et ça, c'est vrai pour les EPC, mais aussi ça a été démontré pour les BLSE, puisque vous savez qu'il y a un ancien papier qui suggère que la sensibilité du dépistage est de 70% lorsqu'il est correctement fait. Donc ainsi, nous allons identifier un patient porteur BLSE, colonisé ou infecté. Et derrière, donc, qu'est-ce que demandent actuellement les recommandations internationales ou françaises? C'est d'appliquer les précautions complémentaires contact. Donc, ces précautions complémentaires contact, elles sont en complément des précautions standards. Donc ce tableau-là, il résume les différentes mesures d'hygiène à adapter quand une précaution complémentaire contact est prescrite. Donc d'une part, on peut voir qu'il y a, bien sûr, on demande une chambre individuelle. Et là, ensuite, sur l'apport des équipements de protection individuelle, on peut voir qu'il y a une petite nuance à intégrer pour la suite du topo. C'est notamment donc, les recommandations françaises qui ne demandent pas un port de gants systématique dans la prise en charge d'un patient porteur BLSE. Par contre, les recommandations anglo-saxonnes demandent une mise en place en systématique du port de gants dès l'entrée de la chambre. Pour le port du tablier, on peut voir que les recommandations, elles sont identiques entre les différentes sociétés savantes. Et il est aussi demandé donc, une désinfection et du matériel dédié pour ce type quand il y a la prescription des précautions complémentaires contact. Qu'est-ce que demande donc la précaution complémentaire contact? Donc, c'est d'une part une mise en place de ces patients en chambre individuelle. Cette étude va permettre de défendre, en tout cas, de mettre ces patients en chambre individuelle. Donc c'est l'étude de Levin de 2011 où il a comparé donc l'architecture de réanimation, donc une réanimation A et une réanimation B. Et la réanimation A a évolué, en tout cas ils ont évolué en diminuant le nombre de chambres individuelles. Et on peut constater que ce changement d'architecture, cette mise en place dans le cas de chambres individuelles en systématique de tous les patients hospitalisés dans la réanimation A, on peut voir qu'il y a en tout cas une diminution du nombre de taux de patients colonisés, et ce qui est vraiment en faveur de mettre ces patients en chambre individuelle. En parallèle à ça aussi, il s'est intéressé à savoir s'il y avait une amélioration ou pas de l'observance d'hygiène des mains quand il y a une augmentation du nombre de chambres individuelles en réanimation. Et on constate qu'entre la réanimation A et la réanimation B, il y a une augmentation de cette observance, que ce soit au niveau médical ou aussi paramédical, permettant ainsi la prévention de la diffusion de ces bactéries. Une autre publication aussi qui parle aussi des chambres individuelles, donc c'était la même réanimation sur une période de 2016 à 2020. Et on constate qu'entre 2017 et entre 2018, cette réanimation avait majoritairement des chambres doubles ou des open space. Et ensuite, donc, ils ont restructuré cette réanimation pour avoir uniquement des chambres individuelles. Et là, on peut constater qu'il y a une diminution du nombre de BMR identifiés dans les prélèvements cliniques, et notamment une diminution significative pour deux types de bactéries, les Klebsiella résistantes à la pénicilline et les Pseudomonas aerugena résistants aux pénicillines. Donc là, on pourrait dire, donc l'idéal, c'est d'avoir des réanimations avec uniquement des chambres individuelles pour mettre nos patients en précaution complémentaire contact et maîtriser le risque infectieux. Donc là-dessus, il faut avoir quand même en vigilance qu'il va falloir aussi maîtriser le risque environnemental. Quand un patient, donc cette étude-là, c'est une méta-analyse qui est relativement intéressante et qui permet d'identifier le réservoir environnemental post-hospitalisation d'un patient porteur BLSE. Et en fait, donc, elle identifie qu'un patient donc, hospitalisé dans une chambre préalablement occupée par un patient porteur BLSE est à risque d'être colonisé. Donc on peut voir que le load ratio est de 1,80. Donc ça permet d'identifier que quand un patient est porteur BLSE, donc il sera mis en précaution complémentaire contact,
Il faut en tout cas alerter nos soignants, donc paramédicaux, de dire bien nettoyer ces chambres-là, post-hospitalisation de ces patients-là, pour éviter qu'il y ait un réservoir environnemental qui s'installe et éviter donc la transmission croisée. Merci beaucoup, Jérôme. J'ai entendu ton argumentaire. Je rappelle simplement que tu nous as montré des études de type avant-après, dont on peut discuter la qualité de ces études, et une étude qui est intéressante, qui est la première étude que tu nous as montrée, qui suggère quand même une amélioration de l'observance de l'hygiène des mains lorsque les patients sont hospitalisés dans cette fameuse réanimation à chambre individuelle. Et on pourrait se poser la question si c'est la chambre individuelle ou si c'est l'hygiène des mains. Et en pratique, je peux t'opposer juste ce travail, qui est un travail qui est une étude randomisée, une étude de non-infériorité en cluster over et crossover, pardon, dans lesquels les auteurs, qui sont des auteurs, je te l'accorde, des Pays-Bas avec un haut niveau d'observance de l'hygiène des mains et une faible incidence de BLSE, qui ont comparé les précautions complémentaires en chambre individuelle versus en chambre multiple. Il ne s'agissait pas que simplement de chambre double. Et dans ce travail-là, ils ont cherché à comprendre s'il y avait plus d'acquisition autour des patients contacts de ces fameux patients index porteurs de BLSE. Et tu vois, donc ces 16 hôpitaux, on n'est pas en réanimation, mais quand même, on voit bien que l'acquisition, elle est à peu près équivalente, aucune différence significative, 4% pour les chambres individuelles et 7% pour les chambres multiples. Et dans ce travail de non-infériorité, les auteurs avaient suggéré, dans les conditions des Pays-Bas, je te l'accorde, que finalement, la chambre individuelle n'est pas indispensable. C'est probablement le niveau d'observance de l'hygiène des mains qui a un rôle dans la maîtrise du risque. Les précautions donc complémentaires contact nécessitent notamment le port d'équipements de protection individuelle, donc à la fois pour protéger le soignant, donc sa tenue vestimentaire, et éviter donc de disséminer cette bactérie après la prise en charge d'un patient porteur BLSE, et aussi le port du gant. Donc cette étude, donc bien sûr, ce n'est pas une étude randomisée ou avec une méthodologie très très forte, mais en tout cas, elle permet d'identifier que la mise en place de tabliers ou de gants dès la prise en charge de patients porteurs BLSE permet d'éviter en tout cas de contaminer sa tenue. Ils sont aussi intéressés dans cette étude-là à savoir à quel moment on peut contaminer sa tenue. Donc ça va être notamment lorsqu'on va être plus de 5 minutes dans la chambre dans la prise en charge du patient, ou aussi donc, lors des examens médicaux et aussi en contact avec le ventilateur. Donc là-dessus, c'est vraiment une vigilance à avoir de porter le tablier et les gants lors de la prise en charge de ces patients. Par contre, comme je l'ai présenté en début, il y a bien sûr une nuance à avoir entre nos précautions complémentaires d'hygiène en France versus les précautions complémentaires contact anglo-saxonnes, qui nécessitent notamment l'apport du gant dès l'entrée de la chambre. Et donc en France, nous sommes à demander de ne pas mettre des gants en systématique, uniquement dans le cadre des précautions standards, en contact avec les liquides biologiques ou les muqueuses. Et ici, donc, cette étude-là, elle met en valeur donc, de ne pas mettre en systématique ces gants pour éviter donc, la contamination environnementale. Et ça va permettre, cette étude, de montrer qu'elle permet d'améliorer notre observance d'hygiène des mains, donc à la fois avant contact avec le patient, après contact avec le patient. Et on peut voir donc cette progression d'observance d'hygiène des mains qui permettrait de limiter en tout cas la dissémination de cette bactérie. Ensuite, on peut aussi se poser la question, est-ce que le port du tablier, qui est demandé dans la prise en charge en précautions complémentaires contact, permettrait d'améliorer l'hygiène des mains, permettrait d'avoir un focus ou une identification, en fait, de dire on va penser à se désinfecter les mains pour éviter la transmission croisée. Là-dessus, donc cette étude-là, elle compare donc la mise en place en systématique ou pas de tabliers, dans le cadre des précautions complémentaires contact. Il n'identifie pas donc de manière globale de différences significatives dans l'augmentation de l'observance d'hygiène des mains. Par contre, après un ajustement statistique en intégrant donc différents types de facteurs, notamment le type de chambre, l'auditeur, le type de patient, derrière, il y a une différence significative constatée, c'est-à-dire que quand il y a le port du tablier mis en place dans le cadre de précautions complémentaires contact, il y aura une augmentation de l'hygiène des mains, donc en faveur de la maîtrise du risque infectieux. Merci beaucoup. Je pourrais t'opposer encore pas mal de choses là. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il faudrait peut-être porter systématiquement les gants et le tablier pour éviter la transmission autour de patients qui sont porteurs
dans notre cas de BLSE, mais tu le sais, et avant d'arriver sur les publications pour te convaincre, c'est que dans les travaux qui avaient été faits antérieurement par l'équipe de Harris, le port de gants augmentait de 45 secondes finalement le temps de soin avec le patient, et donc il y avait eu une vraie discussion sur l'intérêt des ports de gants, et ça se remonte à peu près à une dizaine d'années. Mais plus récemment, et tu dois connaître ce travail-là de Harris, qui est un travail qui est issu des données d'une première étude randomisée sur les patients porteurs de MRSA, dans lequel Harris, MRSA et ERV, Harris avait cherché à savoir si le port systématique de gants et de surblouse permettait d'éviter la transmission de MRSA et de ERV. Et donc c'était une étude randomisée faite dans les années 2011 et dans laquelle il avait démontré pour les MRSA qu'il y avait certes une diminution d'acquisition des MRSA, mais qui était corrélée aussi à une amélioration de l'observance de l'hygiène des mains, sans qu'il y ait d'échange sur le RV. Et donc Harris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les données de ces écouvillons de cette période-là, en 2011-2012, et il s'est posé la question autour des bacilles à grammes négatifs au sens large du terme, que ce soit les BLSE, les carbapénémases ou encore Acinetobacter et Pseudomonas aeruginosa. Et donc, à partir de données d'une étude randomisée contrôlée sur 20 hôpitaux aux États-Unis, faite toute en réanimation, incluant plus de 20 000 patients, et regardant les dépistages à l'admission et à la sortie, il s'est posé la question, finalement, dans les deux groupes, est-ce que port de gants systématique et de surblouse réduit le risque par rapport à pas de port de gants, pas de surblouse. Et comme tu le vois sur les résultats ici, aucune différence en ce qui concerne Pseudomonas, Carbapénem et Acinetobacter et BLSE, évidemment. Et quand tu compares par rapport à un état de base, on voit bien qu'il y a dans la période d'intervention une augmentation du nombre des acquisitions au sens large du terme. Et probablement que ce n'est pas lié simplement, la transmission n'est pas liée simplement aux précautions, mais peut-être à d'autres facteurs comme la maîtrise de l'antibiothérapie et le niveau d'observance de l'hygiène des mains. Mieux encore, on a une étude, certes pas faite en réanimation, mais qui est une étude randomisée, contrôlée, crossover, qui compare précaution standard à précaution complémentaire contact autour des patients porteurs de BLSE. Plus de 15 000 patients inclus dans ce travail-là, qui est une étude du groupe Ergnosis, donc, et qui avait regardé finalement sur des services de médecine et de chirurgie, est-ce que l'acquisition est moindre lorsque l'on met en place les précautions complémentaires contact. Si tu permets, je vais te montrer quelles étaient les définitions. Ce sont les définitions anglo-saxonnes des précautions complémentaires contact. Donc c'est la chambre individuelle, le port systématique de gants, le port systématique de surblouse et évidemment l'hygiène des mains, alors que les précautions standards, c'est la chambre multiple ou double et le port la protection de la tenue professionnelle, port de gants, uniquement dans les situations de contact avec les fluides biologiques. Donc sur cette diapo, je te rappelle simplement les mesures et voilà les résultats de l'étude. Dans un premier temps, l'observance, donc ça c'est un élément important. Et quand tu regardes l'observance des précautions standards versus ces précautions complémentaires contact, c'est à peu près 85-84% dans les deux groupes. Et quand tu vois le niveau de l'hygiène des mains, 62 et 62%. Et quand tu regardes les acquisitions de BLSE dans ce travail, pas de différence significative dans les deux groupes, c'est quasiment égal. 6 pour 1000 jours. Pour Escherichia coli, là aussi, pas de différence. Et tu sais qu'il y a cette fameuse discussion, on arrivera sur la fin, on en discutera sur l'espèce Klebsiella pneumoniae, une petite différence, mais qui n'est pas significative dans l'étude. Et donc, on a une étude randomisée qui montre que finalement, peut-être que les précautions complémentaires contact n'apportent pas plus. Mais plus encore, et tu connais ce travail, qui tient maintenant un vieux travail, qui a été publié aux États-Unis, où on surveille, on regarde le comportement de soignants autour de patients qui sont isolés, donc 1013 soignants qui sont audités, et dans lesquels on va regarder leur compliance ou leur observance finalement aux précautions complémentaires contact, quelles que soient ces précautions complémentaires contact, c'est-à-dire l'hygiène des mains avant l'entrée dans la chambre, le port de gants, le port du tablier et l'hygiène des mains à la sortie. Et comme tu le vois, dans ce travail-là, alors, pardon, pour réexpliquer un petit peu la figure, donc les services étaient répartis de la façon suivante, des services avec moins de 20% de patients isolés, des services avec moins de 40% de patients isolés, des services avec moins de 60% et des services avec plus de 60% de patients isolés. Et comme tu le vois, il y a certes une augmentation globale de l'observance des mesures, mais aux dépens d'une seule, qui est celle de l'hygiène des mains, qui semble plutôt diminuer. Et ça pose un problème. Ça suggérerait finalement que plus tu demandes aux soignants de se protéger, moins ils vont faire l'essentiel qui est l'hygiène des mains.
Donc merci pour l'ensemble de ces présentations, de ces différentes études avec une méthodologie qui est assez robuste. Par contre, ces différentes études ont certaines limites et on peut s'interroger en tout cas sur certains critères à intégrer dans de futures études. C'est notamment la conception de la chambre avec l'apparition de plus en plus de réservoirs environnementaux, notamment dans les auges, les éviers présents dans les chambres. Elles pourraient être le vecteur en tout cas de transmission croisée de BLSE. Et ça a été écrit dans multiples études. Et donc là, notamment, c'est présenté dans cette étude de Harrick, dans la revue de la littérature Harrick de 2017, et qui compare en fait l'acquisition des bactéries multirésistantes avant et après mise en place de retrait plutôt des auges dans une chambre de réanimation. Et on constate que quelle que soit la durée d'hospitalisation, on constate une diminution du taux de contamination des bactéries post-retrait des auges. Et une autre aussi mesure à intégrer dans les futures études scientifiques, c'est notamment la gestion des excrétas. Donc, comme je vous l'ai dit initialement, donc ces bactéries multirésistantes sont présentes essentiellement dans le tube digestif. Et donc, cette gestion des excrétas, elle doit être vraiment efficace, en tout cas maîtrisée. Et donc, l'utilisation de certains matériels doit être intégrée dans cette évaluation de la transmission croisée et dans la prévention, notamment donc l'utilisation de sacs absorbants ou pas, qui permettrait de contenir en tout cas le risque infectieux dans la chambre de réanimation. À intégrer aussi le type de désinfection environnementale utilisée, donc on indique multiples, et aussi la fréquence qui n'est pas non plus identifiée dans ces différents papiers présentés par Jean Alzard. Donc pour finaliser ce débat pro contre la mise en place de précautions complémentaires contact pour les patients colonisés par BLSE. Donc on est arrivé avec un consensus avec les différentes études, c'est de savoir adapter ces précautions complémentaires contact à son patient, à sa réanimation. Et donc, il y a différents critères qui sont cités ici, qui doivent être identifiés comme les facteurs de risque ou pas de la transmission croisée de cette bactérie-là. Donc, d'une part, on a le type de patient. Avec son patient, il est diarrhéique ou pas diarrhéique, il y aura plus d'exposition. Le type de micro-organisme, en fonction de sa capacité d'élimination, entre les Escherichia coli, les Klebsiella, le type de résistance et la virulence ou pas des bactéries. Donc la ressource aussi de la réanimation, est-ce qu'on peut y avoir à disposition que des chambres individuelles, la présence ou pas d'auge, la ressource humaine par rapport et aussi la ressource financière, et quels sont les moyens de l'établissement pour mettre à disposition certains matériels pour limiter la transmission croisée. À intégrer dans cette adaptation les pratiques de soins. On a beaucoup parlé pendant cette présentation sur l'observance d'hygiène des mains, qui est vraiment la mesure phare dans la prévention de la transmission croisée. Il y a aussi l'observance du bio-nettoyage, la dépendance en soins, en fonction de notre type de patient pris en charge dans le service. Et aussi les deux autres items aussi, donc c'est l'antibiothérapie. Quel est le bon usage de l'antibiothérapie dans notre service? Est-ce qu'il y a un bon usage de l'antibiotique? Est-ce qu'il y a une réévaluation adaptée ou pas? Donc ça aussi à surveiller par différentes évaluations. Et bien sûr, le dernier point, c'est la surveillance, c'est-à-dire quelle est notre écologie microbienne au sein de notre réanimation, de notre région. Et voilà. Merci. Je te rejoins totalement, peut-être qu'on va pouvoir en discuter. Merci beaucoup pour ces présentations. Clairement, on voit que ce qu'on a l'impression, c'est que ce n'est pas universel. En tout cas, ça doit pas être une mesure universelle, et c'est une mesure qui doit être sûrement individualisée à l'échelle du patient, sûrement à l'échelle des unités de réanimation et peut-être de leur localisation également. Donc si on prend le premier critère, donc là vous nous avez donné les critères à l'échelle du patient, beaucoup de critères. Il y en a peut-être également à l'échelle de la bactérie. Oui, on peut discuter de la bactérie. Alors, juste, je commencerai par les facteurs services d'abord, et puis après, je mettrai le patient dedans. C'est-à-dire qu'un service où l'observance de l'hygiène des mains n'est pas à un niveau élevé est un service, quel que soit le profil du patient, qui va transmettre probablement. Alors, si on va sur les micro-organismes, c'est ça où il faut discuter. Il y a des micro-organismes qui cumulent
le risque, le réservoir individuel et le réservoir environnemental. Donc, si on reste dans les entérobactérales, c'est la différence probablement entre Klebsiella et Escherichia coli. On sait qu'il y a un réservoir probablement environnemental supplémentaire. Et puis, il y en a d'autres, comme Acinetobacter et Pseudomonas, où le raisonnement environnemental est certain. Et donc, probablement qu'autour de ces bactéries-là, si on veut parler de micro-organismes, peut-être qu'il faut faire un petit peu différemment. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à mon avis, on pourrait stratifier les choses si on prend micro-organismes. Alors, donc là, on a pris micro-organismes. On discutait avant l'intervention et on se disait que finalement, il n'y avait pas les mêmes stratégies suivant les villes, suivant les unités de réanimation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Peut-être que, par exemple, dans des villes où la prévalence de la résistance est faible, il n'y a pas besoin d'avoir les mêmes mesures que dans d'autres. Non, d'une part, par rapport à notre écologie microbienne, la prévalence des BLSE, si on parle de surveillance au soi, on ne peut pas systématiser un dépistage non plus de la recherche de BLSE si notre prévalence est relativement faible. Ou par contre, si on constate qu'il y a un clone qui circule avec une virulence particulière, la recherche de la bactérie et l'isolement pour essayer de maîtriser le risque est peut-être nécessaire en tout cas. Je ne sais pas, est-ce que tu en penses Alors, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que la notion de la pression de colonisation, le nombre de patients entrant dans une unité porteur d'un agent pathogène est un élément fondamental. C'est-à-dire ça fait partie des facteurs qui sont associés à la diffusion. Après, cette notion de pression de colonisation, il faut la voir de la façon suivante. Jérôme et moi travaillons dans des hôpitaux où l'incidence des BLSE est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans mon hôpital, je veux lever les mesures, ça ne peut pas être fait si mon niveau d'observance de l'hygiène des mains n'est pas extrêmement élevé. D'accord? Et donc, ça commence par ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un hôpital où l'observance de l'hygiène des mains est extrêmement élevée et vous avez une pression de colonisation qui est faible, peut-être que l'isolement ne sert pas à grand-chose. Par contre, si votre niveau d'observance de l'hygiène des mains n'est pas assez élevé et que vous avez une pression faible, moyenne ou élevée, le risque existe. Et donc, je pense que c'est là où c'est important. Et quand je parle de niveau d'observance de l'hygiène des mains, c'est 60%. Pour une réanimation, c'est 60%. Donc, si vous êtes en dessous de 60% avec une pression de colonisation faible, il est certain que l'isolement va apporter un plus, parce que ça va alerter les soignants, ils vont, entre guillemets, savoir que le patient est potentiellement un réservoir. Si par contre vous avez une pression de sélection extrêmement élevée, et ben là, l'isolement ne va pas apporter plus. Il faut vraiment s'améliorer sur l'observance de l'hygiène des mains. Donc, un premier message, c'est de contacter nos équipes d'hygiène locales pour mesurer de manière adaptée et appropriée notre observance de l'hygiène des mains et pas seulement peut-être en mesurant la consommation de solutions hydroalcooliques. Non, tout à fait, en faisant des audits réguliers. Le matin, la nuit, sachant que les audits, ça, entre guillemets, ça majore ça l'observance, mais il faut le faire, il faut aller voir les soignants, il faut comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est mettre à disposition la solution hydroalcoolique. Dans les chambres, à l'entrée des chambres, parce que plus on voit le flacon de solution hydroalcoolique et plus l'observance va progresser, car on pensera à l'hygiène des mains. Ça, c'est et moi, je veux te dire, et je veux profiter là pour dire juste un mot important, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que si le corps médical et l'encadrement médical, c'est-à-dire le chef de service, le chef d'unité, ne donne pas l'exemple, les gens ont du mal à suivre. Oui. C'est lourd ce qu'on demande aux soignants. Et donc, il faut vraiment les aider et leur montrer que c'est important. Alors, super, donc il y a eu un lien là avec l'émergence, justement, et donc potentiellement les épidémies. Donc là, vous nous avez très bien dit que finalement, il faut faire j'ai envie de dire, la première mesure, c'est l'observance de l'hygiène des mains. Et en fonction de ça, on décide un peu de la stratégie à l'échelle de notre unité. Quid des cas d'épidémie? Qu'est-ce qui se passe et vers quoi il faut tendre? Tout d'abord, finalement, si on se rend compte qu'un patient, puis 2 patients, puis 3 patients s'infectent à la même bactérie, et puis ensuite, si on n'arrive pas à s'en sortir. Donc déjà, il va falloir identifier le réservoir, donc ça sera principalement digestif, et derrière, c'est sensibiliser. Ça ne va pas être de mettre des précautions complémentaires contact dans tout le service, c'est pas l'objectif, c'est vraiment identifier le risque et comment le maîtriser. Donc on revient encore sur l'hygiène des mains, ça va être resensibiliser l'hygiène des mains, former aussi, comme je parlais tout à l'heure, sur la gestion des excréteurs, parce qu'on veut maîtriser ce réservoir-là, et quelle est la gestion des excréteurs dans le service.
Et aussi donc l'entretien des surfaces, donc revoir aussi avec parce qu'on néglige souvent ce réservoir environnemental et c'est vraiment former ces ASH, former au bon usage, à la bonne pratique du bio-nettoyage avec le bon matériel, les bons produits et la bonne dilution. Alors, je pense qu'on va être obligé, si on a une épidémie, on va être obligé de mettre en place des mesures supplémentaires. Et c'est peut-être là la place des précautions complémentaires contact. Mais je souligne, et Jérôme a tout à fait raison, c'est que si on met en place les précautions complémentaires contact, mais que par ailleurs l'observance de l'hygiène des mains ne s'est pas améliorée, il n'y a aucune chance de maîtriser le risque. Et je dirais qu'il y a les trois versants. Il y a l'observance de l'hygiène des mains, il y a la maîtrise de l'antibiothérapie qu'on fait pas souvent. Et là, on a des données fortes qui suggèrent que quand on maîtrise l'antibiothérapie, y compris dans les périodes épidémiques, il y a une réduction des acquisitions et une réduction des infections. Et le troisième élément, c'est effectivement l'environnement au sens large du terme, c'est-à-dire l'environnement non seulement tout ce qui est lié au bio-nettoyage, mais aussi dans votre approche médicale, la réduction de l'exposition au risque. C'est-à-dire que si vous voulez réduire le risque des infections, il faut dans les périodes épidémiques faire plus que ce que l'on fait habituellement, réanimer les patients. Enlever les dispositifs invasifs. Et donc moi je pense que c'est difficile quand il y a une épidémie de ne pas faire des précautions complémentaires contact. Mais attention de dire on va faire des précautions complémentaires contact sans améliorer l'observance de l'hygiène des mains. Et l'autre élément important, attention de faire croire aux soignants que le réservoir essentiel, c'est l'environnement. Parce que parfois, on va aller s'occuper de l'environnement en oubliant l'observance de l'hygiène des mains. Et là, on a des expériences où ça flambe parce que finalement, l'essentiel n'est pas fait, quoi. Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière remarque, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a un vrai sujet aussi sur l'isolement des patients qui est finalement, et je pense qu'on est tous d'accord, et il faut y faire attention et c'est bien de le souligner, que quand un patient est isolé, le docteur, le personnel soignant au sens large du terme, va moins rentrer dans la chambre, va moins examiner les patients. Et ça, je pense qu'il faut quand même en parler à un moment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça et si ça peut être un des inconvénients de ces stratégies aussi. Alors moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que c'est même peut-être un facteur confondant qu'on n'arrive pas à prendre en compte dans les études. Mais effectivement, le vécu est moins bon, la prise en charge est moins bonne. Il y a plus de complications et d'événements indésirables, donc il y a un certain nombre de papiers qui vont dans ce sens-là, d'autant plus que l'isolement est de longue durée. Attention, parce qu'il y a certains papiers qui contredisent cela, mais avec des isolements de 3 jours. Effectivement, 3 jours, ça va pas peser, c'est pas un problème. Mais par contre, des semaines, ça peut poser un problème. Et donc moi, je suis assez d'accord là-dessus. Après, voilà. Après, la question, c'est comment on fait pour maîtriser un phénomène épidémique sans isolement. Bien sûr. Après, je suis aussi d'accord avec toi, Jean-Ralph, par rapport aux nuisances qu'entraîne la mise en place de précautions complémentaires contact chez un patient. Après, je pense qu'il faut aussi le réexpliquer aux soignants, parce que souvent, en pratique, je le constate, ils pensent que l'isolement, le patient ne peut pas sortir de sa chambre. Il faut bien expliquer que le patient, on n'est pas en réanimation, mais pendant tout son circuit, le patient peut sortir de sa chambre avec une observance d'hygiène des mains, une formation auprès du patient, de dire faites bien votre hygiène des mains avant d'aller sur un plateau technique. Il ne faut pas l'isoler de manière stricte, quoi. C'est pas un isolement de force, c'est vraiment une prise en charge adaptée tout au long de son parcours de soins pour éviter de nuire à sa rééducation. On pourrait juste résumer cela en disant que ce n'est pas le patient qui transmet, c'est à travers nous qu'il transmet. C'est ça. Et c'est nous qui sommes les vecteurs. Et je pense que c'est vraiment un message important à faire passer. Ok, merci beaucoup pour cette discussion très riche, cette interactivité. Et je vous souhaite une bonne continuation de congrès et de ISFAR à tous. Au revoir. Merci de l'invitation.